de ces réunions, au départ, c'était les réunions des centres support de réhabilitation psychosociale qu'on a souhaité ouvrir à tous les centres de réhabilitation de France et à toutes les équipes de réhabilitation de France pour diffuser ces bonnes pratiques. Alors, quels sont finalement les objectifs de cette journée? Il y a de consolider le dispositif, c'est que vous vous connaissez avant tout, c'est de pouvoir savoir ce que vous faites, c'est finalement de transmettre des informations, des savoir-faire qui sont utiles aux autres. C'est pour ça que nous avons fait un programme qui est le plus riche possible. Vous avez découvert sur la diapositive suivante. Cette année, nous avons vraiment des enjeux de dissémination. Je pense que ça ne nous a pas échappé que la psychiatrie est en crise. Il manque des milliers de psychiatres, des dizaines de milliers d'infirmiers, et que nous avons tous ensemble beaucoup de travail pour aider à consolider ce dispositif. On parle du dispositif, c'est le dispositif de tous les professionnels de santé mentale, à la fois du côté sanitaire, de la difficulté est là, et à la fois du côté médico-social, puisque c'est encore pire du côté médico-social en termes d'effectifs. Donc je pense vraiment que c'est le moment pour tous, dans des centres de proximité ou de support de réhabilitation psychosociale, c'est le moment de vraiment mettre l'accent sur la formation, sur la sensibilisation. C'est vraiment le moment d'aller vers les secteurs de psychiatrie générale qui sont les plus en difficulté, parce que je pense qu'introduire les bonnes pratiques sur tous ces dispositifs est la seule manière de pouvoir sortir de la crise. En fait, nous avons un problème d'attractivité, nous avons un problème pour retenir les effectifs, pour faire venir de nouveaux effectifs. Le médecin et l'infirmier, j'ai cité ces deux professions, mais c'est pareil pour les autres. Donc pour faire venir les gens, il faut que les projets soient intéressants. Pour que les projets soient intéressants, il faut qu'ils aient du sens. Et le sens, c'est de pouvoir aider la population au mieux. Et je pense que la réhabilitation psychosociale donne du sens aux pratiques de secteur. Ce qui doit fixer une priorité pour vous tous cette année, c'est d'aller vers les secteurs de psychiatrie générale de vos bassins de population, de leur parler, de vous réunir avec eux et de voir comment les aider. Ça passera probablement par des sensibilisations, par des formations. Ça, il faut le faire unité par unité, service par service, pôle par pôle. Vous avez tous un certain nombre de pôles de secteurs de psychiatrie générale sur vos bassins de population. Eh bien, allez les voir, vous faites-les venir. Parce que si vous ne le faites pas, ça va s'aggraver et en fait, vous allez récupérer des patients dans un état encore pire. Et vous ne pourrez pas les aider parce que les centres de réhab, qui sont des centres de recours, ne peuvent pas se suffire à eux tout seuls. Donc là, on a vraiment besoin d'aller vers les secteurs et de les aider. Donc le programme est riche comme d'habitude. Cette année, comme l'année dernière et l'année d'avant, des plénières le matin, enfin une plénière le matin. Donc il se passera dans cet amphithéâtre. On va essayer de respecter les horaires pour faire la pause avec des gâteaux. C'est marqué le programme. C'est correct, c'est les autres. Donc des interventions diverses et variées, oui, sur la place de la santé sexuelle, l'insertion socio-professionnelle, le sevrage tabagique, les relations sociales au travail, beaucoup d'insertion professionnelle, mais effectivement c'est la première demande de nos usagers, donc c'est bien normal de mettre l'accent là-dessus, le traumatisme psychique, les délits de persécution, et puis le référencement des structures. RETAB c'est beaucoup développé, ça a déjà été présenté par Geoffroy Pouet, je ne sais pas si il est déjà arrivé, Geoffroy. Il est là, bonjour Geoffroy. Donc je pense que c'est vraiment une belle initiative qu'il faut continuer. Alors j'ai plusieurs appels de structures ou de centres de coordination, style REHAB Normandie, REHAB Sud, oui, qui m'ont posé la question, faut-il se référencer doublement sur le site du CRR et sur RETAB? Ben oui, je pense que ça n'est pas la même chose. RETAB c'est beaucoup plus large, avec des informations plus succinctes, plus ciblées, mais les structures de recours de réhabilitation psychosociale, celles qui sont vraiment engagées au premier chef dans la réhab, doivent se faire référencer aussi sur le site du centre ressources. Donc je pense que ça se recoupe. Il faut mettre d'ailleurs des liens qui renvoient de l'un vers l'autre. Et non pas se contenter d'un seul référencement, parce que sinon on aura une vision incomplète. Les gens qui vont consulter sur une structure, enfin sur un site, ne vont pas forcément consulter l'autre, et vice versa. Donc je conseille vraiment le double référencement en réfléchissant à ce qu'on met d'un côté et de l'autre. Je pense que, encore une fois, RETAB, c'est pour couvrir très largement les structures. Il y a du syndical, il y a du médico-social. Il y a énormément de choses. Ça peut se faire d'ailleurs par unité de soins, me semble-t-il. Enfin, je crois que c'est précisera tout à l'heure. On peut aller vraiment dans le détail. Alors que sur le centre ressources, les centres support sont nécessairement référencés. Parce qu'encore une fois, comme le centre ressources, il est censé accompagner les centres support, pas les centres de proximité. Les centres support accompagnent les centres de proximité. C'est en 3 niveaux, c'est fait exprès. Donc, de manière très stricte, on devrait référencer les centres support de manière complètement exhaustive avec le détail de ce qu'ils font sur le site du centre ressources. En fait, c'est intéressant d'aller plus loin et de référencer les structures qui font de la réhabilitation psychosociale sur des centres de proximité ou même les points qui sont engagés dans une démarche où la réhab est au centre vraiment de leur pratique. Donc voilà, double référencement et je laisserai, je crois, compléter en fin de matinée. Alors, quels sont les objectifs du centre ressources pour 2022? Un bref mot qui passerait la parole à mes collègues qui sont sur l'estrade et qui pourront d'ailleurs soit communiquer
en levant le bouton du micro en restant là ou en venant à ma place, comme vous le souhaitez. Donc nous souhaitons avant tout valoriser chacune de vos actions, parce qu'encore une fois, ce qu'on fait n'a de sens que si on le fait ensemble. Et l'intérêt du centre ressources, c'est un centre non soignant, c'est de montrer ce que vous faites sur le terrain. Donc si vous ne faites pas remonter de l'information, nous ne pourrons pas les valoriser. Profitez-en, il y a beaucoup de gens qui consultent le site du centre ressources. Il y a beaucoup de gens qui suivent nos pages sur les réseaux sociaux. Je vous donnerai les chiffres parce que je ne m'en souviens plus. À un moment donné, on était à 40 000 pendant un confinement par jour ou par mois de consultation. Là, ça a dû augmenter, mais elle vous dira. Je pense aussi que si on veut sauver la psychiatrie, il faut intensifier la communication pour toucher un public plus large. Si on reste entre nous, ça veut dire parler aux personnes concernées, parler aux aidants, parler aux professionnels. C'est ce qu'on a toujours vu pendant les CIPS. Les CIPS, pardon. Si on reste entre nous, en fait, les choses n'évolueront pas. Si on veut que l'accès aux soins se fasse mieux, que les gens arrivent plus tôt dans leur trajectoire, que ce soit moins catastrophique, et qu'on puisse faire des soins qui soient plus profitables, en fait, il faut parler à la population générale. Il faut trouver des manières d'avoir un discours qui parle à la population générale. Et ça permettra d'aller plus loin dans les actions de déstigmatisation. Si on reste entre nous, effectivement, on va aider les patients qu'on accompagne, on va aider les aidants qu'on accompagne, mais ça restera vraiment extrêmement limité. Donc pour ça, trouver des slogans, je pense que ça paraît être une bonne chose. Deuxième chose, c'est peut-être optimiser les supports de formation en ligne. Pour ça, on le fait, Ludivine vous dira un petit peu ce qu'on a fait, c'est pas terminé. Un support qui est déjà prêt, qui part du précédent, qui a vraiment contribué à améliorer considérablement, on va vous l'expliquer, puis il y en a un nouveau qui va être fait. Mais vous pouvez aussi développer vos propres supports qu'on valorisera. Chacun des centres support, avoir leur support de formation, ça paraît vraiment cohérent. Alors vous avez vos propres sites et vous les valorisez. Parce qu'il faut qu'on touche le maximum de public, et pour ça, il faut s'élargir. Et puis, je pense qu'on a vraiment intérêt à avoir des données scientifiques sur ce qu'on fait. Donc, c'est encore une fois aller plus loin dans l'utilisation de Réhabase. Je vais en parler peut-être un petit peu plus. Donc voilà, Réhabase, c'est cette base de réhabilitation psychosociale qui vraiment implique de plus en plus de structures. Là, vous avez les structures qui participent à ce jour, mais de nouvelles structures vont rentrer dans le dispositif cette année. Là, en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 qui sont déjà dedans. Il me semble qu'il en manque. Là, il n'y a pas les SAMSA qui participent depuis quelques années. Il me semble qu'il n'y a pas non plus des structures qui sont en train d'entrer, mais qui n'ont pas encore saisi de données concernant leurs patients. Mais vous voyez, ça faisait quand même, au 1er février 2022, des données pour 4 785 personnes concernées par les troubles psychiques ou les troubles du spectre de l'autisme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour pouvoir décrire mieux la population et puis petit à petit décrire l'impact des soins qu'on met en place. Donc j'encourage toutes les équipes à vraiment faire un travail de qualité. Quand on s'engage dans ce projet, il faut saisir les données pour tous les patients qu'on accompagne. Quand on les sélectionne, ça n'a aucun sens. C'est vraiment une base écologique qui veut décrire la population suivie par des centres de recours de réhabilitation psychosociale. Donc ne choisissez pas les patients, mettez tous vos patients. Et après, ça devrait être vos files actives. En pratique, je sais bien que ça ne l'est pas pour telle ou telle raison. Je veux bien comprendre certaines exceptions, mais il faut vraiment travailler pour corriger ça et aller vers plus d'exhaustivité. Donc ça veut dire qu'on collecte des données à l'entrée, ça c'est assez bien fait par tous les centres. On rentre ensuite les soins qui sont faits, ça c'est moins bien fait. Puis, à l'issue d'un soin, il est évident que la personne, elle veut savoir où elle en est, il faut la réévaluer. Donc ça, la réévaluation souvent est faite, mais jamais elle est saisie. Ça, c'est quand même assez mauvais. Donc, je vous encourage vraiment à trouver des procédures dans chacune de vos structures pour saisir les données qui existent, qui sont saisies, enfin, qui sont collectées à l'issue de chaque soin, parce que la réhabilitation, elle va avec l'objectivation des bénéfices pour les usagers. Ça devrait rester stipulé. Il doit y avoir quelque chose, des papiers quelque part, mais il n'y a pas de procédure pour saisir correctement dans Réhabase. Donc là, il faut que vous fassiez un effort. Alors, certaines structures le font bien. Les deux structures exemplaires, c'est Saint-Étienne et Limoges, me semble-t-il, en France. Et si vous voulez le compléter, il y en a d'autres, il vous dira tout à l'heure dans l'atelier, il faut encore sur Réhabase. Voilà où on en est. Là, je crois qu'il y en a un petit peu plus sur ces 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, oui, ça, c'est les centres qui existent déjà. Et d'autres vont entrer en 2022. Donc ça fait plus que ceux qui ont déjà saisi. Donc j'encourage ceux qui n'ont pas encore saisi à rentrer dedans et à le faire correctement, parce que ça permet d'apporter vraiment des données qui sont extrêmement précieuses. Et nous avons l'avantage d'avoir maintenant un médecin, docteur en neurosciences, bientôt docteur en santé publique, psychiatre,
qui nous aide à coordonner ça, qui est Guillaume Barbala, et qui vient d'ailleurs de publier un article dans Scientific Reports sur le rôle de l'estime de soi dans la qualité de vie, avec de nouveaux modèles statistiques qui montrent que, d'ailleurs, quel que soit le trouble concerné, les réseaux sont semblables, c'est-à-dire les mêmes paramètres déterminent finalement la qualité de vie de nos patients. Guillaume anime une fois par mois des réunions qui ont beaucoup de succès, puisque vous êtes environ 80 à participer, mais j'encourage ceux qui ne participent pas évidemment à venir, à se connecter et à présenter leurs projets, et à s'investir dans les projets en cours. Et puis nous nous retrouverons à Nancy, j'espère très nombreux, vous tous et d'autres encore, pour le 14e colloque de la FRC sur motivation et remédiation cognitive. Donc là, ce n'est pas une photo mensongère, une publicité mensongère, c'est vraiment là que font le colloque. Et puis je passe la parole à mes collègues pour les formations en ligne. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Alors, moi, je vais vous présenter juste deux. Je vais faire un focus uniquement sur deux éléments cette année. Le premier en lien avec l'association francophone de remédiation cognitive également. Je ne sais pas si vous êtes déjà adhérent à cette association. Et donc, voilà, vous trouvez déjà sur son site internet toutes les informations sur le colloque Nicolas, sur la prochaine colloque qui se passera ici. Et du coup, ce qu'on voulait vous dire, c'est que cette association nous donne un petit coup de boost aussi cette année avec, peut-être que vous avez vu passer l'année dernière une enquête, parce qu'on voulait en fait proposer, mettre en place une veille scientifique, qui va être du coup maintenant lancée, là, officiellement dans quelques jours, mais qui est déjà en fait opérationnelle, donc en avant-première. Je vous montre déjà la première aspect de cette veille, autour de la remédiation cognitive. Voilà, donc sur le site de la FRC, à présent, peut-être, il y a un nouvel entité à marquer sur une veille scientifique. Qui présente donc les principes de veille. Donc en gros, deux comités ont été créés suite à l'enquête qui a été faite. Les personnes avaient contribué une certaine emploi, ont participé soit à un comité scientifique, soit à un comité de rédaction. Et donc, cette veille, elle se passe en deux temps. Le premier temps est déjà opérationnel et accessible à tous et toutes sur le site. Le premier temps, consiste du coup à identifier, faire une veille vraiment de tous les différents articles scientifiques qui sont publiés au fil de l'eau et les mettre en lien sur le site de la FRC. Donc, c'est ce que vous pouvez afficher là ici. Donc, en gros, dès que nous, on identifie un article en lien avec ces différents thèmes, on les met déjà, on les rend déjà lisibles sur ce site. Mais attention, pour l'instant, c'est des sources. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément le texte en détail, ça dépend de l'accès derrière. Donc là, je vous dis, pour vous en tant que réseau, rappelez-vous que moi, je suis haut de la documentariste, du centre ressources. Si vous identifiez des articles comme ça qui vous intéressent, ce n'est pas un open access. Et vous pouvez pas vous les consulter par vos propres bibliothèques de proximité, n'hésitez pas du coup à me contacter. Parce que du coup, moi, je les collecte, je peux les diffuser comme ça. C'est pas possible évidemment de les mettre en libre accès à tous les sites, mais en fait, en tant que fait comme ça pour les professionnels, on le fait. Voilà. Donc, première étape de cette veille, vous pouvez déjà l'identifier comme ça, de cette manière, on rend lisible un petit peu tout ce qui se passe en remédiation cognitive ici. Et la deuxième étape, ça sera le travail du comité scientifique et surtout du comité de rédaction. Vous montrez du coup qui le compose. Le comité de rédaction, voilà, on a déjà, c'est en ébauche, parce que là, en gros, c'est la semaine dernière que tout a été constitué. Et voilà, on a des personnes un peu partout en France qui sont portées volontaires pour du coup faire, en gros, l'idée, ce sera qu'au moins 2 fois dans l'année, il y aura des temps forts, un pendant le colloque de la FRC, un autre dans l'année, durant lesquels ces personnes vont faire des analyses de différents articles qui auront été identifiés dans l'année sur des thématiques, des lectures croisées, des analyses critiques et des synthèses de la fois ça peut servir dans des voilà, qu'est-ce qu'on peut tirer sur différents thèmes de cette littérature scientifique dans qu'on mettre en place dans notre cours. On ne dit pas plus, mais j'espère avoir attiré votre curiosité pour vous aller jeter un œil et pourquoi pas, dans les années futures, vous contribuer aussi à ces comités. Parce qu'on cherche à voir aussi, voilà. La matière libre, c'est vous. C'est les professionnels. Et dans le comité scientifique, le monde, il est un peu plus international. La FRC, c'est l'association francophone d'orientation cognitive, mais pour l'instant, c'est très français. Bon, mais il y a quand même voilà, quelques représentants de Belgique, Suisse, Canada, etc.
C'est l'un des autres objectifs de la RRC dans les prochaines années, ça va être de retoucher la francophonie. J'en dis pas plus, et la deuxième petit focus que je voulais faire, déjà, pour me contacter, j'ai pas les mêmes contacts. Si vous vous rappelez, là, je suis revenue sur le site du centre de réhabilitation psychosociale. Vous vous rappelez peut-être que dans le 4e onglet des actions du centre de ressources, vous avez l'accès à la bibliothèque. Vous donne aussi accès au catalogue d'ailleurs, pour voir tout ce qu'on a sur place et aussi en ligne, notamment des thèses et des mémoires qui sont en ligne, et tous les articles en open access sont référencés dans le catalogue ici. Mon contact, voilà, vous donnez des articles si besoin. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que du coup, c'est pareil, vous savez, la bibliothèque et le centre de ressources ont déménagé cette année. Ça n'a pas un gros impact sur vos vies, mais on a réintégré le métier. Et du coup, ça a impliqué quand même beaucoup de choses aussi. On est en train de tisser faire un gros maillage aussi pour voir un peu ce que le centre de ressources peut apporter en intra d'un centre hospitalier. Et notamment, dans les nouvelles expérimentations que l'on commence à mener, on met en place des événements autour du témoignage au sein de la bibliothèque, portés par la bibliothèque ici, mais vraiment en lien avec les usagers, les professionnels et les collectifs. Et ça passe par l'organisation de lectures de personnes en fait, qui ont rédigé des témoignages, des ouvrages, des écrits de leur vécu de la psychiatrie, des patients et voilà. Et donc en fait, au fil de l'eau, c'est pour vous montrer que si ça vous intéresse, ces lectures, on en fait aussi des petites vidéos, des temps de ces lectures, donc ce sont des temps d'échange de 2 heures auprès des personnes concernées ou des professionnels qui viennent assister. On garde une trace de tout ça. Et l'idée, c'est bête, mais c'est que nous, on aimerait que ça soit transposable pour vous, parce que c'est vraiment des temps d'échange très précieux et ils disent beaucoup de choses. Et qui sont en mixité aussi entre professionnels et patients et les personnes concernées et les familles aussi. Voilà, donc c'était juste qu'on avait envie de vous mettre un petit coup de projecteur sur cette expérience-là qui fonctionne bien et qui, je pense, permet autour du témoignage d'être un format qui peut se mettre en place finalement assez facilement dans les centres aussi. Voilà, donc je vais te laisser la parole pour parler. Merci beaucoup. Donc, cette formation en ligne, c'est un e-learning, en fait, une formation qui a été créée en 2020 et donc qui a été reprise cette année pour l'améliorer, la rendre plus dynamique. Donc, ici, vous avez l'intitulé, Principe de la réhabilitation psychosociale et d'approche à l'établissement. Ici, vous avez le QR code pour y accéder et en bas, l'adresse mail. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'accès sur notre site, dans la partie formation. En haut, donc, ici, vous avez les onglets. Pour le moment, c'est dans celui professionnalisé. Ensuite, ici, vous avez formation. La partie formation en ligne. Et c'est le premier lien qui apparaît. Donc, vous avez une présentation. Et puis, en bas, le lien pour s'inscrire. C'est une formation qui est gratuite. Qui est partagée. Qui rappelle les principes de la réhabilitation psychosociale. Avec différentes parties. Ici, vous avez le menu. Il y a 3 parcours qui sont proposés. Un parcours pour les médecins, un parcours pour les autres professionnels de santé, et puis un parcours pour les personnes concernées et leurs proches. Donc, cette formation est gratuite, ouverte à toutes et à tous. Donc, le format, donc il y a 3 parcours. En fait, le parcours médecin, par exemple, est d'une durée de 8 heures. Et le parcours pour les personnes concernées est un peu plus court, une durée de 5h30 environ. Et pour le personnel, soit autres professionnels de santé mentale, c'est 6h30. Vous pouvez suivre cette formation à votre rythme, selon vos disponibilités. Quand vous êtes libre, vous pouvez fractionner. C'est vraiment flexible. Et puis à l'issue, si vous suivez la totalité d'un parcours, il y a des quiz après chaque module, à la fin de chaque module. Donc si vous validez chacun des modules d'un même parcours, ça donne le droit à une attestation de réussite quand vous transmettez. Voilà ce que je voulais vous dire sur la partie formation en ligne. Et puis
simplement, en effet, dans ce projet, la suite, c'est de mettre en place un MOOC, un cours en ligne. Et certainement qu'on ne vous sollicite pas. Si vous avez envie de partager avec nous des retours sur expérience, n'hésitez pas. On sera ravis de valoriser aussi votre travail sur les artistes. Merci beaucoup.